Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Sarah a 30 ans et a cofondé Chill Silk avec sa sœur Eva il y a 2 ans. Une marque de produits et d'accessoires à base de soie pour peau et cheveux. Aujourd'hui, elles ont une équipe de 7 personnes, mais ça n'a pas démarré comme ça. Eva et Sarah viennent d'une famille d'entrepreneurs. Elles ont baigné dans l'entrepreneuriat depuis toujours. Originaires de Nîmes, elles sont montées à Paris pour faire une école de commerce pour Sarah et une école de mode et de gestion pour Eva. Elles ont ensuite été toutes les deux attachées de presse. Suite à cela, Eva est partie travailler à New York pendant 1 an et c'est durant cette expérience qu'elle se rendra compte que beaucoup d'Américaines dorment sur de la soie et qu'elles emportent même leur thé d'oreiller avec elles en voyage. Eva et sa sœur réalisent alors qu'il y a un marché à prendre et à développer en France. Mais si je vous disais que la soie n'est pas un hasard pour elles, qu'elles devaient forcément se mettre sur leur chemin? En fait, leurs arrière-arrière-grands-parents avaient une usine de bas en soie. Alors ce fut pour elles une évidence que de donner vie à un tel projet autour de la soie. Elles travaillent plus d'1 an sur ce projet en mode side project. Elles ont la chance de lancer leur marque avec le soutien de plusieurs influenceuses très influentes, comme Noelita ou Chloé B. Et s'ensuivent des apparitions dans des magazines tels que Vogue. Au bout de quelques mois, elles sont dépassées. Elles passent leur journée à faire et à envoyer des colis. Sarah doit en plus gérer sa petite fille. Eva tombe enceinte à ce même moment. Elles ont multiplié leurs ventes par 10 en 3 mois. C'est un succès énorme, mais qu'elles n'avaient pas anticipé. Elles partageront avec nous les péripéties liées à ce manque d'anticipation. Je reçois Sarah à mon micro et elle partage avec nous toute l'histoire de cette marque, les coulisses, les succès, les échecs et leurs futurs projets. Belle écoute à vous. Bonjour Sarah. Bonjour Sandra. Comment vas-tu? Très bien, je suis ravie d'être là et d'enregistrer aujourd'hui avec toi. Et enfin, j'ai envie de dire, oui, on a enfin réussi. On est arrivé à se joindre et à trouver un créneau qui convienne à tout le monde. Exactement. Bon, malheureusement, on n'a pas ta sœur, Eva, avec nous. Oui. Mais c'est pas grave, tu vas nous en parler, tu vas tout nous raconter et ça sera très bien. On passe quand même un petit coucou à ta sœur, hein, tout de même, c'est la moindre des choses. Sarah, est-ce que tu peux du coup te présenter et peut-être présenter ta sœur? Enfin, tu fais comme tu veux. Okay. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ok, alors moi je suis Sarah, j'ai 30 ans, j'ai cofondé Chill Silk, donc une marque qui propose des produits à base de soie et accessoires pour peau et cheveux, principalement avec ma sœur Eva, donc il y a 2 ans. Et aujourd'hui, donc on gère cette marque toutes les deux, on est une équipe de 7 personnes et voilà, on essaie de la faire se développer le plus possible, on essaie d'être de plus en plus présente un peu partout en France principalement. Et voilà, un petit peu pour t'expliquer la marque et qui je suis, en 2 mots. En tout cas, ça fait rêver de voir un tel développement en si peu de temps. J'ai hâte que tu nous racontes tout et que tu nous expliques comment ce projet a évolué. Mais comme tu le sais, dans les locomotives, en fait, ce qu'on aime réellement comprendre, c'est un petit peu l'histoire de la personne, le parcours, le mindset qu'il y a derrière. Ça, c'est vraiment très, très important, la philosophie de vie et comment on passe de ça à ça, en gros. Du coup, on va revenir en arrière dans ta vie, au stade que tu souhaites. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Oui. Alors, je vais te raconter mon parcours et celui d'Eva, parce qu'au final, c'est super lié toutes les deux. Ce qu'on a fait, on a toujours été très proches dans tout ce qu'on a fait. Donc, on vient d'une famille d'entrepreneurs déjà. Donc, c'est super important de le préciser parce que c'est ce qui nous a baignés dans l'entrepreneuriat et dans la liberté de temps et géographique qu'on rêvait d'avoir avec Eva. Donc, on a nos parents qui sont auto-entrepreneurs, notre frère qui l'est, notre grand-mère qui l'est. Ah donc, ouais. Ouais. Donc, vraiment, on a été toujours baignés là-dedans. Et pour te dire, on n'a jamais
on n'a jamais vu nos parents travailler pour quelqu'un, entre guillemets. Donc, c'était assez... voilà, nous, on a été les premières, Eva et moi, à travailler en CDI dans notre famille pour d'autres personnes. C'est drôle. Ouais, c'est super marrant. Du coup, on vient du sud de la France, de Nîmes. On est toutes les deux montées à Paris avec 2 ans d'intervalle parce que j'ai 2 ans de plus qu'Eva, donc je suis arrivée avant elle. J'ai fait une école de commerce. Eva a fait une école de mode et gestion. À la suite de ça, on a toutes les deux travaillé, on a été toutes les deux attachées de presse. Donc moi, j'étais plus dans l'influence sport, lifestyle, et Eva était plus dans la beauté. Donc on a commencé à travailler, j'ai travaillé 5 ans pour de nombreuses marques en tant que chargée clientèle. Donc je m'occupais de tout ce qui était communication en France, presse, donc relations avec les journalistes et influence, ce qui nous a énormément aidé pour le lancement de Chill Silk. Et Eva est partie 1 an à New York. Donc, elle a travaillé pour Garance Doré. Je ne sais pas si tu... Eh bien, je suis allée voir, mais non, je ne connaissais pas. C'est vrai. Ouais. Voilà, elle travaillait pour Garance Doré, donc à New York pendant 1 an. Et il se trouve qu'elle connaissait déjà les bienfaits de la soie une fois qu'elle était là-bas, puisque nos arrière-grands-parents avaient une usine de bas en soie à Ganges, donc en France. Donc on a toujours aussi baigné dans la soie sans vraiment se rendre compte qu'on allait en faire un business et notre métier, notre quotidien. Et donc ils avaient des usines de bain en soie qu'ils ont dû ensuite arrêter pour différentes raisons. Et nous, notre grand-mère nous a toujours fait dormir sur de la soie en nous expliquant les bienfaits. Donc, incroyable. Donc Eva, en allant à New York, me dit Sarah, c'est incroyable, toutes les nanas que je rencontre là-bas, américaines, dorment sur de la soie. Alors qu'en France, et nous, on dort vraiment pas sur de la soie, quoi. Ouais, c'est ça. Alors qu'en France, on connaissait vraiment très peu de gens qui dormaient dessus. Nous, on en avait chez nous, mais c'était vraiment pas répandu comme ça l'est aujourd'hui ou ça le devient. Non, mais en fait, c'est drôle, ça me fait penser à Blair dans Gossip Girl, qui se réveille toujours dans ses draps de soie avec son truc sur les yeux, là. Son masque de nuit, voilà. son pyjama, le peignoir, tout. Voilà. Elle. Donc ça nous fait toutes rêver, on veut toutes une parure de soie, quoi. C'est ça. Et du coup, elle me dit, là-bas, elle dorme toute là-dessus. Même quand on part en voyage professionnel ou autre, elles se déplacent carrément avec leur thé d'oreiller. Donc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire en France. En France, il n'y avait pas de marque présente sur le marché français, à part une marque américaine qui proposait des thés d'oreiller à plus de, je sais plus, je crois que c'était 120 € la thé. Donc, c'était très onéreux. Et on s'est renseigné autour de nous. Moi, en France, j'ai un peu posé des questions à mes copines, à mes cousines, à mes collègues en demandant s'ils connaissaient les bienfaits de la soie et s'ils utilisaient de la soie au quotidien. Le constat qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup de personnes aux cheveux texturés ou cheveux bouclés qui connaissaient les bienfaits de la soie et qui n'avaient pas forcément de thé parce que, justement, produit trop onéreux en France à ce moment-là, ce qu'il y avait sur le marché, et d'autres personnes qui ne connaissaient pas du tout. Donc on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, à développer ici. Donc on a attendu qu'elle rentre, on a travaillé plus d'1 an sur le projet à côté de nos jobs. Et ensuite, on s'est lancé. Voilà. Et pour vous deux, c'était une évidence de travailler entre sœurs ? Ouais, ça faisait longtemps qu'on voulait faire quelque chose. Pour tout te dire, on a eu du mal à supporter d'être... en CDI. En CDI. Même si c'était des expériences qui, je pense, ont été vraiment... bénéfiques. Tellement apporté, ça a été tellement bénéfique. Ça a été... tu vois, moi, je me serais jamais sentie de lancer ma marque... à 22 ans quand je sortais d'école et que j'avais aucune expérience. On avait vraiment besoin de se former et de voir un petit peu comment ça se passait en entreprise autour de nous. Et du coup, on n'avait surtout pas d'idées qui sortaient du lot. On a eu plein d'idées comme ça qui nous ont vraiment traversé l'esprit mais qui n'ont pas été des coups de cœur. Et on voulait être sûr que le jour où on allait lancer notre marque, ça allait être quelque chose... voilà, on allait être sûr du produit, on allait être sûr de nous et que ce serait un réel coup de cœur. Et ça a été au final une évidence quand on a commencé à en parler. Bien sûr. Et du coup, toutes les deux, vous étiez toujours en CDI quand vous travailliez sur Chill Silk. Donc, c'était un side project, en fait, pendant 1 an ? Exactement. En fait, on pensait même pas en vivre, pour tout te dire, pour être 100% transparence. C'était un side business. On s'est dit, si on fait un peu d'argent avec, c'est cool. On passera du temps encore ensemble. On va s'éclater, quoi. Et en fait, au bout de 3 mois...
on s'est dit, en fait, il y a un problème. Il y a un problème parce que on a eu la chance justement d'être supportés par les influenceuses et les journalistes avec qui on travaille au quotidien depuis des années. Quand on leur a confié, tu vois, je pense notamment à Nolita ou plein d'autres influenceuses comme ça qui sont quand même des influenceuses qui ont tu vois, une portée. Une belle communauté, ouais. Ça, c'est énorme. C'était inespéré pour nous. On n'aurait jamais pu avoir ces influenceuses-là si on n'avait pas eu de contact au départ, parce que elles nous ont dit, montre-moi tes produits et si ça me plaît, je le partagerai. Et c'est Canon, ça c'est énorme pour vous. C'est ce qui a été fait. Et je te dis Nolita, mais il y a Sananas aussi qui est vraiment une référence dans la beauté. On en a plein d'autres comme ça qui ont partagé nos produits avec des plus ou moins grosses communautés et des journalistes aussi. Tu vois, on a été je crois, 2e ou 3e mois dans le Vogue et ça nous a apporté une crédibilité énorme. Et ça nous a permis de nous développer. Et quand on est arrivé, donc le 3e mois, ça devenait très très compliqué pour nous parce qu'en fait on passait notre vie à faire des colis parce qu'on faisait tout nous-mêmes à faire des colis et du coup on s'est dit on attend encore quelques mois pour voir si ça stabilise ou pas du tout et il faudra qu'on prenne des décisions, à savoir qu'à ce moment-là moi j'avais un bébé, j'avais une petite fille d'1 an et qu'Eva est tombée enceinte. Ah ouais? Oh non mais c'est génial. Non, c'est pas marrant, c'est pas assez dur. Ah oui, non, mais carrément, quand tout arrive en même temps, mais en tout cas, c'est encore plus honorable. Et effectivement, j'ai lu que, je repasse sur cette histoire du fait que vous avez eu beaucoup influenceuses, qui ont testé vos produits et qui vous ont donné un coup de pouce et une belle visibilité. Et ça, c'est exceptionnel dans un lancement de business. Et j'ai vu que vous avez multiplié vos ventes par 10 en seulement 3 mois, c'est ça? C'est ça, exactement. Ça a été, vraiment... j'ai même pas les mots, tu vois, je sais même pas trouver les mots, ça a été inespéré pour nous. Et je te parle de Nolita parce que c'est vraiment la première qui a partagé nos produits et je m'en rappelle encore et je pense que je m'en rappellerai toute ma vie et Eva aussi. On était chez nos parents dans le sud en train de manger et puis on entend le bruit des ventes de Shopify, ding ding ding. Il ne s'arrête pas et on se dit il y a un bug. Rêve. En fait, on n'a même pas vu qu'elle avait fait une story. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et il y en a plein. Je te dis Nolita, il y a Chloé B aussi qui nous a partagé. C'est que des influenceuses super sympas avec nous et qui ont eu réellement un coup de cœur pour le produit. Parce que je pense qu'elles ont une telle portée que c'est pas des nanas qui vont partager des produits qui leur plaisent pas. Et les gens le savent. Donc, si elles partagent un produit, c'est que c'est quelque chose qui leur tient à cœur, qu'elles y croient et que ça leur plaît réellement et qu'elles l'utilisent vraiment dans leur quotidien. Et du coup, suite à ça, on a pu dégager un peu de budget pour ensuite les rémunérer. On s'est dit, il faut qu'on joue le jeu. Elles ont joué le jeu, ça a fonctionné. Maintenant, c'est à nous de jouer le jeu. Et on a commencé à développer des partenariats influence sur l'année. Et pour te dire, la première année, on a fonctionné qu'avec ça et la presse. Voilà, génial. On n'avait pas le temps de faire autre chose, honnêtement. Voilà. C'est génial, ça marche. En plus, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui marche le mieux en termes d'efficacité et de rentabilité. C'est une très belle com. Je trouve que c'est ce qui... C'est clair, ça t'aide surtout à consolider une image de marque qui est très forte dès le début. Après, il y a plein d'autres canaux de communication et de vente qu'on aurait pu exploiter la première année, mais par manque de connaissances, par manque Bien sûr. Et tu vois, nous, on s'est dit, il faut que notre métier nous apporte quelque chose dans la création de notre marque. Et c'est la seule chose qu'on savait faire au quotidien pour des dizaines de marques. C'était contacter des influenceuses et des journalistes. Donc, ça a été assez facile, entre guillemets, pour nous d'avoir accès à ça. Et ça a été incroyable. Vraiment, ça a été une expérience... tu vois, on est 2 sœurs, on se retrouve chez nous à faire des colis le soir, on se regarde, on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que ça va stabiliser? Quelles sont les prochaines étapes? Et si bien qu'on a recruté nos conjoints pour nous aider. J'adore. À faire toute la famille. C'est ça. Même notre maman, quand elle montait à Paris, c'était allez, carton, colis. Allez, on s'y met. Et après, on a trouvé un centre de logistique pour déléguer ça parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus travailler sur le développement de la société et sur les projets à venir si on faisait des colis tout le temps. Et vos parents, j'imagine, qui devaient être hyper fiers de vous, du coup. Hyper fiers. Ils nous ont soutenus dès le début. Tu vois, j'avais peur qu'ils disent un peu au début, non, attendez, vous avez des jobs
assez stable, vous avez entamé, je sais pas, quelques années de travail, vous pouvez pas tout quitter du jour au lendemain. Et en fait, ça a été les premiers à nous dire, allez-y, allez-y. Au pire, si ça marche pas, c'est pas grave, vous retournerez chercher du travail ailleurs après. Mais, mais ouais, ils nous ont vraiment soutenus et ça nous a vraiment aidé aussi à donner confiance en nous et à nous plonger, peut-être la première dans ce projet. Bien sûr, bah, c'est vrai que d'avoir des parents avec, l'état d'esprit d'entrepreneur, tu vois, le goût du risque, de ce Mmh. mindset-là, mais Mmh. c'est génial. Il y en a plus d'une entrepreneuse qui rêverait d'avoir, ce Ouais, soutien-là et un mindset comme ça de la part des parents. C'est c'est une ça, aide, c'est un coup de pouce énorme, en fait, pour c'est vous. ça. Puis c'était tellement de fierté pour nous de voir, tu vois, chaque fois qu'on avait une influenceuse ou quoi, notre, mère, elle nous appelait: «Alors? Alors, combien de ventes? Alors? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui Elles marche sont toutes pas?» pareilles, c'est pas possible. Ouais. Et c'était vraiment une fierté pour nous de nous dire, et ça l'est encore aujourd'hui: «Purée, ils sont trop contents, ils vivent le truc comme nous» et notre grand-mère pareil, hein. Ah non, mais génial! Mais ouais, ils vivent le truc pour nous et ils sont aussi heureux que nous, bah, de ce qui se passe, quoi. Et tu parles de ta grand-mère, donc ta grand-mère qui était aussi dans la soie. Donc j'ai 2 questions par rapport à C'est pas ça. cette grand-mère, mais oui, c'était de l'autre Ah! côté. Mais Ah oui, bon, bah, c'est pas mais grave. On va dire que c'était celle-là. Non, je plaisante. Donc moi, je fais quand même une transition avec, ta grand-mère et donc celle qui était dans la soie. Comment vous avez fait pour, trouver, votre usine? Enfin, là où vous alliez faire du coup, fabriquer la soie, comment ça s'est passé cette recherche? alors au départ, nous, on est partis, avec une idée, c'était de faire des produits, français. Donc on a cherché en France où se produire la soie, trouver un atelier. Il faut savoir qu'il y a pas tous les ateliers, qui proposent de la soie parce que c'est très difficile de coudre sur de la soie, c'est très, très fragile comme tissu et comme matière et les ateliers qu'on a trouvés en France se produisaient la soie en Chine, tous. Ah, Donc on s'est dit: «C'est quand même, on n'avait pas envie de dire, voilà, c'est un produit français, mais qu'il l'était pas depuis, le début, en fait, depuis l'élevage, tu vois, des vers à soie. tout à Hem fait. Et du coup, on a un ami de la famille qui était en Chine dans le textile et du coup, on lui a demandé si, ben, il pouvait se renseigner pour nous un petit peu, s'il pouvait, connaître des gens qui connaissaient des gens qui travaillaient dans la soie et cetera. Parce qu'on a vu qu'il y a une région à côté de là où il était qui s'appelle Jiangsu, qui ne fait que de la soie. C'est la région qui a vu naître la Oui, soie. C'est un tout à fait. savoir-faire qui est ancestral chez eux et du coup, on a commencé comme ça. On a eu quelques contacts d'ateliers. On a échangé avec eux, on a fait faire des échantillons, jusqu'à en sélectionner un et on a décidé d'être transparente depuis le début là-dessus et de dire et de communiquer même là-dessus, sur le made in China. Ce qui est à l'opposé, je pense, de ce que certaines marques font. Mais on s'est dit, bah, comme je te dis, c'est un savoir-faire ancestral chez eux. Je comprends l'image qu'il y a de la Chine sur certains projets, sur certains produits, sur certaines conditions de travail, mais je pense quand même que quand il y a un savoir-faire qui est comme celui de la soie, de la fabrication, du tissage qu'ils ont, qui est ancestral, qui est inégalable partout dans le monde, il faut leur laisser quand même, ça, tu vois? Et du coup, on a fait des nombreux appels avec eux, vidéos, et c'est très, 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 très sérieux. Enfin, c'est des bureaux comme les nôtres qu'ils ont. Ils sont pas au fin fond d'une cave ou je ne sais où. C'est des gens comme toi et moi. C'est des équipes comme toi et moi. Tu vois, ils ont le label OECOTEX qui garantit l'absence de substances chimiques dans toutes les colorations de nos thés d'oreiller, ce qui était primordial étant donné qu'on dort dessus quand même. Et voilà, c'est très sérieux. Les produits sont bio, les équipes sont au top. Et donc voilà, donc on s'est lancé là-dedans, on a communiqué là-dessus et ça a été super bien reçu. Parce que je pense C'est qu'on a été c'est transparents depuis le début, quoi. Ouais, c'est intéressant et c'est vrai que c'est un sujet, touchy, qui moi aussi me tient énormément à cœur. C'est pour ça que j'avais quand même pas mal de questions là-dessus. Mmh. Bah, tu as répondu un peu à mes questions, hein, notamment par rapport à, tu vois, aux employés. Est-ce que, je m'en doute, mais c'est quand même des questions, je pense que les vos potentielles clientes ont envie pour lesquelles elles ont envie d'avoir la réponse. Est-ce que tout est éthique? Est-ce que ce choix, Ouais, il est vraiment légitime? Et surtout, effectivement, c'est intéressant que tu dises qu'aujourd'hui, ça ne vous porte pas préjudice, en fait. exactement. Bah, parce que je pense les gens ont vu que, enfin, nos clientes et les gens qui nous suivent, surtout sur les réseaux sociaux, parce que c'est surtout là qu'on a communiqué là-dessus, ont vu que, bah, c'est un atelier artisanal, c'est une entreprise familiale,
On n'a pas pu s'y rendre jusqu'à présent parce qu'on s'est lancé en plein Covid, ce qui n'a pas facilité. Ah oui, en plus. Du coup, ce qu'on avait fait, c'est qu'on leur avait demandé de filmer les entrepôts, de nous filmer, par exemple, la confection d'une thé de A à Z, d'expliquer un petit peu en anglais, etc. Et on l'avait partagé sur nos réseaux. Et ça a beaucoup plu parce que déjà, on voyait un peu les coulisses, tu vois, de la création de la soie, on voyait un peu l'entreprise, on voyait un peu les personnes qui fabriquaient les thés. Et ça a vraiment eu, je pense, un impact fort de faire ça, à défaut de pouvoir s'y rendre, ce qu'on espère pouvoir faire très prochainement. Et voilà. Donc après, eux, tu sais, quand ils ont des centaines de certificats, ils ont des centaines enfin, ils sont vraiment très, très, très sérieux. Tout est très consciencieux. Tu vois, dès qu'ils ont eu le label bio, pour nous, ça a fait aussi beaucoup peser dans la balance pour le choix de cet entrepôt, pardon. L'entrepôt, c'est à Nice, notre logistique dans le choix de notre atelier. Et voilà. Alors c'est marrant parce que Jiangsu, c'est une région que je connais parce que j'y suis C'est vrai? moi-même allée. Ouais. Je suis allée, dans la région de Jiangsu, je suis allée à Suzhou, Ouais. qui est, ce qu'on appelle la Venise de Chine. C'est une ville qui est magnifique, et donc j'ai visité aussi, enfin, tu vois, j'ai vu, des tisseuses de soie, j'ai vu un Ah, petit peu c'est comment trop ça se bien. passait, et c'est magnifique, enfin, c'est très, c'est joli en plus comme Ouais. le matériel en fait, qui sert à faire la soie, enfin bref, c'est très typique de là-bas, effectivement. Donc je connais bien, j'aime beaucoup la Chine, c'est un pays dans lequel j'ai eu l'occasion de m'y rendre plusieurs fois. Ouais. Bref, au-delà de tout ce qui se dit, et voilà, au-delà de tout ça, j'ai pas de, tu vois, la culture chinoise, c'est quelque chose que je connais et j'ai appris à connaître, et du coup, ça me parle. Ouais. Après, par contre, j'ai quand même une question. Est-ce que du coup, vous pensez conserver votre usine en Chine, ou vous avez par exemple un projet à long terme d'essayer de reproduire justement cette soie, cette expertise en France ou en Europe? Pour l'instant, on a pour projet de rester, en tout cas dans un futur proche, en Chine. Après, on continue constamment de se renseigner sur ce qui est, tu vois, s'il y a quelque chose qui arrive en Europe ou en France qui soit aussi qualitatif. On continue. Pour tout te dire, on a fait faire des échantillons à un atelier qu'on a trouvé en Europe, mais qui nous ont pas convaincus par rapport à la qualité. Tu sais, les thés d'oreiller, nous, on les reçoit et on les teste pendant des mois parce qu'on teste au lavage. C'est un produit qui est quand même assez cher et le but, c'est de le garder longtemps. Donc, c'est un produit pour le lancer, il faut vraiment le tester sur du long terme avant. Et donc, on aimerait beaucoup. Et pourquoi pas même, tu vois, on adorerait avoir notre propre atelier. On adorerait. Après, c'est vraiment un Ah, projet ça serait superbe. qui est pas du tout dans nos moyens aujourd'hui. Et honnêtement, ce serait vraiment un goal de pouvoir faire ça. Ce serait énorme pour nous. Bah, c'est très chouette, c'est un très bel objectif, et merci Sarah de nous parler de tout ça avec transparence, c'est cool. En plus, c'est intéressant. Est-ce que tu nous as parlé des succès que tu avais rencontrés avec cette marque, ce projet. Est-ce que vous avez connu aussi, parce que c'est ça qui est intéressant dans ce genre d'échange, c'est aussi de montrer à nos auditrices, il y a beaucoup d'auditrices en fait qui ont envie de se lancer, tu vois, de donner vie à leur projet. Et parfois, le fait d'écouter que des succès, ça leur met un peu la boule au ventre, du style, non mais attendez, est-ce que vous avez aussi connu des échecs, s'il vous plaît? Donc oui, bien sûr, on connaît toutes des échecs quand on lance des projets. Est-ce que vous, il y en a en particulier que tu aimerais me raconter? On a rencontré beaucoup d'échecs et de difficultés comme, je pense, chaque entrepreneur. C'est vrai qu'on les met moins souvent en lumière, dans les podcasts et cetera, mais c'est très important, je suis Bien d'accord, sûr. de les souligner. Le premier, en fait, moi, ce que je veux dire à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui veut lancer sa société ou qui veut lancer sa marque, c'est que être chef d'entreprise, pour moi, c'est gérer des problèmes, trouver des solutions toute la journée. C'est ça. Tu vois, toute la journée, on fait que trouver des solutions à des problèmes parce que tout repose sur toi. Donc, s'il y a quoi que ce soit, c'est à toi qu'on va demander et c'est toi qui prends les décisions et qui tranches. Donc, ça, c'est déjà très important de le noter. Et vraiment, la première grosse difficulté qu'on a rencontrée et qui a été pour nous comme un échec quand même, ça a été l'anticipation, qui pour nous a été on n'a pas réussi à anticiper parce que justement on s'est fait prendre dans le tourbillon des ventes et de l'influence qui a contourné la marque, on va dire. On n'a pas anticipé les stocks,
en amont. Ça, c'est vraiment un échec pour nous parce que je pense on a manqué énormément de ventes au départ et surtout, on n'a pas été assez réactif concernant pour structurer la société en fait. On a été de suite à être débordé de colis et on s'est dit on va le faire nous-mêmes, on en est capable. Et tu vois, on a des commandes au départ, dans les premiers mois, les délais n'ont pas été respectés. On a fait des erreurs dans les envois, on s'est trompé de coloris ou autre. Et je pense que si on avait anticipé un peu plus, on se serait renseigné un peu plus en amont et on aurait de suite pris un entrepôt de logistique. Parce que au final, quand t'as pas trop de produits au départ, et surtout nous, on a des petits produits, enfin ça se plie les thés dorés, donc c'est assez facile, ça prend pas trop de place, ça coûte pas non plus énormément d'argent, et ça nous aurait évité beaucoup de retard, beaucoup d'erreurs, et les clients sont un peu intransigeants quand même sur les retards surtout. Bien sûr. Donc ça a été notre première vraiment. On le voit un peu comme un échec, même si on a su rebondir et hop, de suite on a pris l'entrepôt qu'il fallait, mais il faut le temps de le trouver, de se renseigner, qu'ils aient de la place. Donc voilà, ça a pris un peu de temps. Ça a été notre premier échec, on va dire. On a eu aussi beaucoup d'échecs d'influenceuses. On a eu beaucoup de succès, mais beaucoup d'échecs d'influenceuses avec lesquelles on a collaboré, tu vois, qu'on a payé et qui au final n'ont pas eu les résultats, n'ont même pas été rentables. Donc c'est le jeu, c'est un risque à prendre et c'est quand même un échec quand tu paies, je sais pas, entre 1000 et 5000 euros une story d'une influenceuse et qu'elle te rapporte 200 euros de vente. C'est un échec qui est quand même dur. Lourd pour l'entreprise, pour une petite entreprise comme la nôtre, c'est super lourd à supporter, mais t'as pas le choix parce que tu sais jamais à l'avance les résultats. C'est un des risques qu'on prend à chaque fois quand on prend un partenariat influence. Et ça, c'est des échecs qui vraiment au début, moi, m'ont donné un coup au moral, tu vois. Parce que je me suis dit, on avait pris 2 d'un coup, je me rappelle, qui n'avaient pas du tout fonctionné. Je tairai les noms, mais qui n'avaient pas du tout fonctionné. Et par exemple, moi, je les prenais avec d'autres marques avec lesquelles je travaillais et elles cartonnaient. Donc, c'est pas du tout elles qui sont remises en question, c'est plutôt moi qui ai mal ciblé l'audience qu'elles avaient par rapport à l'audience que j'avais moi, ou par rapport à... Tu vois, on n'avait peut-être pas Moi, j'avais peut-être une tranche d'âge qui était... je sais pas, les produits, c'est des produits un peu onéreux qu'on a quand même si on essaie de proposer des prix corrects par rapport à ce qui se propose sur le marché. Mais il n'y a pas n'importe qui peut s'acheter une thé dorée à 69 euros, je le conçois. Et surtout les plus jeunes, même si ça arrive aussi. Et du coup, peut-être des cibles qui étaient un peu trop jeunes pour nous, ou qui n'étaient pas forcément dans la beauté, ou tu vois. Tout à fait. Tu peux vite être... si tu regardes pas bien, tu anticipes pas bien ça, toujours l'anticipation. Les cibles, ça peut ne pas fonctionner. Donc... ça a été très difficile parce que tu perds de l'argent, tu perds du temps et t'es déçu, quoi. C'est ça. Voilà à peu près les 2 plus premières, on va dire, premiers échecs qu'on a connus qui ont été un peu difficiles. Après, on a la chance d'être 2 aussi, tu vois. Et quand il y en a une qui a un coup de mou, l'autre est là pour essayer un petit peu de la booster. Ça, c'est important aussi. Bien sûr. Et pour rebondir donc sur ces 2 points, ces 2 entre guillemets «échecs» dont tu as parlé, donc par rapport au deuxième point, ce qui est intéressant quand on lance une boîte, et si on peut se le permettre, la première année, c'est de faire tous les tests possibles. Donc c'est important finalement de se planter pour se dire: Ouais. «OK, là, j'ai mal ciblé mon truc, la prochaine fois, je ferai plus attention à l'audience», et cetera. Finalement, tout ça, comme on le disait tout à l'heure, c'est plus que nécessaire en fait de faire des échecs, pour savoir sur quoi tu vas te concentrer et où est-ce que tu vas mettre ton énergie. Et par rapport au premier point, tu parlais de l'anticipation et je trouve que c'est hyper bien que tu abordes ce point. Le CEO de Airbnb avait fait un talk, si je dis pas de bêtises, dans un gros incubateur, mince, j'ai oublié le nom, à Paris, le plus gros incubateur, je l'ai sur le bout de la langue. Et tant pis, ça me reviendra peut-être tout à l'heure, on s'en fiche. Et justement, il parlait de ça, du fait que les entrepreneurs se cassaient souvent la gueule à ce moment-là, c'est-à-dire que la boîte grossissait d'un coup et
et qu'ils n'avaient absolument pas anticipé les stratégies, les ressources humaines, etc., la structure. Et du coup, quand une boîte se met à scaler, quand tu scales une boîte, des fois, ça peut venir sans qu'on s'en rende compte. Et effectivement, ça peut être carrément un total échec de l'entreprise, en fait. Ouais. Et d'un côté, c'est tellement dur aussi, tu vois, d'anticiper, surtout au début de la création de la marque et quand tu n'as jamais eu d'autres marques avant. C'est tellement difficile, mais c'est primordial. Il faut se poser, il faut essayer de se projeter le plus possible et d'anticiper. Exactement. Exactement. C'est vraiment une des clés, l'anticipation. Tout à fait. Tu parlais de votre relation avec ta sœur, comme quoi, quand il y en a une qui a un petit coup de mou, l'autre, elle peut la booster. Ça fait quoi réellement de travailler avec sa sœur? Est-ce que vous avez l'air très complices? Enfin, c'est ce que j'ai, en tout cas, j'ai la sensation par rapport à ce que tu dis. Mais est-ce que des fois, c'est aussi compliqué? Comment ça se passe réellement? Très difficile. Très difficile. Je pense qu'elle dirait comme moi si elle était là. Parce qu'en fait, déjà, de base, c'est une force. J'aurais jamais pu lancer une marque avec quelqu'un d'autre ou un projet comme ça, moi personnellement, avec quelqu'un d'autre que ma sœur, parce que c'est la personne en qui j'ai le plus confiance sur Terre. Tu vois, on a 18 mois d'écart, on a toujours été très proches et soudés. Et on est très famille aussi. Donc, c'est vraiment quelqu'un j'aurais jamais pu faire ça avec quelqu'un d'autre. Maintenant, on est très différentes. Ça fait une autre force, mais ça fait aussi des petites disputes. Et on va dire que travailler avec sa sœur, c'est parfois compliqué parce qu'on a moins de filtres. On a moins de filtres qu'avec quelqu'un qui ne fait pas partie de notre famille ou avec quelqu'un juste avec qui on travaille. Là, si on est en désaccord sur quelque chose, de suite, ça va un peu monter dans les tons, mais ça se calme aussi vite que c'est monté. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on sait très bien que, voilà, on n'est pas d'accord, on peut se disputer, mais 5 minutes après, on va se parler comme si de rien n'était dans notre sujet et hop, on avance. Mais c'est compliqué parfois parce que aussi on n'arrive pas, tu vois, en ce moment, on a du mal à couper. On a du mal à se retrouver et parler d'autre chose que de Chill Silk. C'est sûr, c'est sûr. Donc, c'est très difficile. Donc, on essaie, mais se faire un déjeuner ou quoi que ce soit à deux sans parler de Chill Silk, c'est mission impossible aujourd'hui. Donc, voilà. Bah ouais, c'est une passion en plus d'un projet, c'est une passion quoi que vous avez en commun. Donc, ça nous fait tellement vibrer, ça nous excite tellement de travailler dessus, ça nous rend tellement heureuse, ça nous apporte la vie dont on rêvait parce que on rêvait d'être libre en temps et géographiquement et pouvoir travailler de chez nous, pouvoir nous organiser comme on le voulait. Et du coup, on est pleinement épanoui dans ce projet. C'est parfois aussi très difficile parce que on coupe jamais. On va s'envoyer des messages à minuit parce que j'ai une idée sur quelque chose. Elle va me répondre à 1h du matin et hop, on va continuer à parler et ça s'arrête jamais. Donc voilà, c'est une force. Je pense que c'est avant tout quand même une force. Bien sûr, c'est génial de pouvoir travailler avec sa sœur. Et effectivement, ça doit pas être simple tout le temps, mais comme avec n'importe quel associé, il y a d'autres enjeux. Enfin voilà, c'est normal. Et qui fait quoi? Alors, est-ce que vous avez défini qui fait quoi? Donc, comme je te disais, on est très différentes et du coup, on a des compétences très, très différentes. Et c'est ce qui nous permet de vraiment être en cohésion dans notre travail et ne pas se marcher dessus non plus. Et vraiment, on a vraiment décelé les forces et les faiblesses de chacune. Donc ça dès le départ. Et je pense que ça nous a aidé à avancer rapidement aussi, de pas être deux sur le même sujet. Et voilà, on a essayé de vraiment se séparer les tâches, tout en restant, en travaillant ensemble sur des tâches comme par exemple la décision des produits, les coloris, tout ce qui est création, etc. Mais Eva a beaucoup plus un œil créatif justement que moi et beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc elle gère tout ce qui est réseaux sociaux, image de la marque, site internet. Elle fait aussi tout ce qui est en rapport avec nos pop-up stores et nos shootings photos, toute la DA. Donc c'est un travail qui est énorme parce que c'est ce qu'on voit en premier quand on voit la marque. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est relation avec l'atelier, influenceur parce que c'est ce que je faisais avant, et maintenant distributeur, parce qu'aujourd'hui, on a environ 150 distributeurs en France. Donc, voilà comment on s'est un peu séparé nos missions. Génial, c'est bien, c'est quand même assez organisé, quoi. Ouais. Et après, on décide ensemble, voilà, de
du calendrier de l'année, des sorties de produits, on valide rien sans l'autre. Mais par exemple, moi, je vais faire, je sais pas, le planning influence pour 3 mois. Je lui donne, j'explique pourquoi je mets ça à tel endroit. Et elle me donne son avis, elle me suggère peut-être d'autres personnes, etc. Et voilà comment on travaille. OK, génial. J'ai vu que vous aviez fait, enfin, je ne sais pas si c'est toujours, d'actualité, mais vous aviez lancé une ligne en co-création avec Lucie de Baby à tout prix et que 1 € de chaque commande était reversé à l'association Ma Mama. Ouais, Donc je ne sais pas de quoi il s'agit. J'imagine que ça a un lien avec, la maternité puisqu'elle a c'est subi, ça, enfin, elle a une c'est histoire ça. assez, difficile. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça nous tenait à cœur de faire ça. C'était notre première co-création et on est toutes les 2 mamans et on voulait vraiment, tu vois, l'accouchement de Lucie, ça nous a émus. J'ai eu personnellement un accouchement aussi très compliqué, donc on voulait vraiment faire quelque chose en lien avec les mamans et on a décidé de soutenir cette association à la suite de ce projet. Lucie a été de suite partante, elle a même pas hésité une seconde. Et voilà, pour cette co-création, ça s'est passé comme ça. C'est une co-création qui a bien marché. C'était vraiment au tout début de la marque. Pour te dire, on envoyait encore nous-mêmes les colis à ce moment-là. Donc, En tout cas, c'est une belle initiative. ouais, on voulait faire quelque chose, ça nous tenait à cœur. On essaie le plus souvent possible de faire des actions comme celle-ci. C'est vrai que ça a souvent un rapport avec les enfants parce que ça nous touche particulièrement de par nos histoires. Tu vois, récemment, on a fait une vente sur les bienfaiteurs où on avait un pourcentage qui était reversé à une association pour les enfants maltraités. Voilà, donc on essaie dès qu'on peut de faire quelque chose. On aimerait faire plus, mais on se dit, ben déjà on fait. Et on fait ce qu'on peut, quand on peut, et on a pour but de développer ça en 2023 vraiment plus. Et pour parler un petit peu du vif du sujet, donc de la soie, est-ce que tu peux nous faire un petit peu rêver, qu'on puisse imaginer dormir, pas dormir, dans une belle parure de lit en soie? C'est quoi réellement les bienfaits? Alors, les bienfaits, c'est surtout sur la thé d'oreiller, à la base, qui est notre produit phare et notre best-seller. En fait, dormir sur une thé d'oreiller, ça va être l'idéal pour la peau et les cheveux. C'est aujourd'hui recommandé par des centaines de facialistes et de coiffeurs dans le monde entier. Pour les cheveux, ce qui est super, c'est que ça va éviter de casser les boucles pour celles qui ont les cheveux bouclés. Même celles qui sont un brushing ou autre, ça évite vraiment la casse parce que le frottement est si doux qu'il n'y a pas de casse. Ça évite la perte des cheveux. On l'a vu surtout nous sur les bébés, où on a une collection enfant où, tu vois, je sais pas si tu as des bébés dans ton entourage, mais quand ils frottent la tête sur toute la journée sur du coton, ils ont un petit trou à l'arrière de la tête parce qu'ils perdent tous leurs Oui, cheveux et ça oui. n'arrive pas avec la soie. Donc c'est aussi bien pour les Ah! bébés que pour les adultes parce que du coup on perd moins de cheveux. Ça limite aussi l'excès de sébum. Donc c'est super pour se passer un shampoing à peu près, un shampoing un jour et ça évite les nœuds dans les cheveux. Donc moi je le vois aussi sur ma fille qui a les cheveux très bouclés. Quand elle reste sur sa tête d'oreiller la nuit, je le vois au matin. Donc ça, pour les cheveux, c'est super. Et pour la peau, le principal atout, c'est que ça n'absorbe, ou en tout cas, ça absorbe beaucoup moins les crèmes de nuit que le coton. Et du coup, ça permet de vraiment avoir profité du soin qu'on applique. Ça évite les ridules et pareil, les frottements, c'est surtout les frottements, les plis du visage qui ne seront plus là. La grosse marque qu'on a sur la joue le matin quand on dort sur une thé en coton n'est plus là. Donc voilà, un peu les principaux bienfaits. Et c'est aussi thermorégulateur et antibactérien. Donc vraiment, ça n'a que des bienfaits de dormir sur une thé en soie. Pour les femmes, les hommes, les enfants, pour tout le monde. C'est vrai qu'on passe quand même, je sais pas, 6 à 12 heures, bon 12 heures c'est rare, mais du coup à dormir dans Mmh. notre lit par On passe jour. un tiers de notre vie à dormir. Bah ouais, donc c'est vrai que c'est hyper important en fait. On néglige un petit peu peut-être, cette partie-là, sans Ouais, le savoir finalement. c'est exactement ça. Et souvent, quand on a des nanas qui nous achètent nos thés d'oreiller, au final, elles en achètent une pour tester, puis après, on reçoit un message: «Bon, mon mec la prend tous les soirs, je m'achète une deuxième» et et cetera. Parce que c'est ça reste frais, en fait. C'est ça qui est super agréable. Ça reste frais la nuit et au final, quand on teste, je pense que pour la plupart des gens, c'est difficile de revenir après à du coton, Et vous honnêtement. faites aussi les draps et les housses de couette? Ouais, on a lancé ça, il y a 2 mois parce Trop qu'on bien. avait une demande, assez importante là-dessus. C'est des produits beaucoup plus chers du coup, vu qu'il y a plus de soie, donc plus cher et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait à la demande. Donc on commande un drap, on le fait produire et voilà
Et donc, ça a un délai un poil plus long parce qu'on les a pas en stock. On les fait produire, on les fait venir à notre entrepôt, on vérifie la qualité, etc., comme tous les produits. Et vous avez votre drap sur mesure. C'est bien, pas de surproduction. Pas de C'est un surproduction. bon point. Exactement. Et surtout, voilà, on a le drap à la taille qu'on veut. On peut choisir la taille qu'on souhaite. On a même des personnes qui nous ont écrit pour avoir une taille qui n'était pas sur le site qu'on leur a fait faire. Donc vraiment, c'est vraiment un produit 100% personnalisé. Génial. Est-ce que vous avez d'autres projets avec la marque, avec Chilsea, qui sont dans le pipe et dont tu aimerais parler? Écoute, je peux t'en parler vaguement. En 2023, on a pas mal de projets qui arrivent. On a notamment une assez grosse, voire très grosse pour nous, collaboration, co-création avec une marque. Première fois qu'on collaborera sur un produit avec une marque à part entière. D'habitude, tu vois, on a fait 3 influenceuses. Tu parlais de Lucie Baby à tout prix. On a fait Nolita et May Berthelot aussi, comme co-création. Donc là, c'est la première fois qu'on va le faire avec une marque qui pour nous est juste énorme et qu'on adore. Donc on est ravis. Je peux malheureusement pas encore dire ce que c'est, mais ce sera un produit qui n'existe pas en France pour le moment, sur lequel on travaille depuis un moment ensemble, en collaboration. J'espère que ça verra le jour autour de mars-avril 2023. On a de nouveaux distributeurs aussi qui arrivent pour 2023, avec qui on est en train de signer. Donc on espère vraiment être de plus en plus présent partout et accessible, parce qu'on a beaucoup de clientes qui aimeraient voir les produits ou les toucher ou les couleurs avant de les acheter. Donc ça, c'est quelque chose dont on a tenu compte, qu'on nous a beaucoup fait remonter sur les réseaux sociaux ou par mail, et qu'on a décidé de développer en 2023. Donc en gros, c'est 2 gros projets qu'on a pour 2023. Pour l'instant, on reste sur la France parce qu'on veut vraiment concrétiser notre position sur le marché français avant de s'attaquer à l'Europe et à l'international. Mais voilà les 2 gros projets qu'on a. Et où est-ce qu'on peut retrouver vos produits d'ailleurs aujourd'hui? Alors, Ailleurs que sur le site, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, on est disponible chez 150 distributeurs à peu près en France. Ah, quand même! Ouais, sur notre site internet, donc dans l'onglet Point de vente. On a principalement des salons de coiffure. On en a, par exemple, à Paris, on a Carly qui c'est propose marrant ça. depuis. Très Ouais. bonne idée. Ouais, ben en fait, les coiffeurs, ça a été nos premiers distributeurs, parce que ça a été Carly, un de nos premiers, et un autre salon à Montpellier qui connaissait les bienfaits de la soie et qui cherchait une marque sérieuse autour de la soie, et qui en ont vanté les bienfaits depuis le début de la marque. Donc ça nous a aussi beaucoup aidé d'avoir l'aval de coiffeurs, parce que qui est mieux placé pour conseiller pour les cheveux ou pour la routine capillaire. Donc, on est présent chez eux, et beaucoup d'autres salons de coiffure en France, et quelques-uns en Belgique, Suisse, Luxembourg, voilà. Et également, on est au printemps. Donc, on est au printemps à Paris, et on est sur Blissim. Et voilà, à peu près. Et quelques concept stores. Trop bien. Bravo. Ouais, et là, on en a, comme je te disais, plusieurs gros qui arrivent pour 2023. Où on est en train de concrétiser tout ça, de s'organiser, parce que toujours pareil, anticipation des stocks. Et voilà un peu. Eh ben bravo les filles, c'est super, c'est une belle aventure. On sent que ça te passionne, et je suis persuadée qu'Eva est tout autant passionnée que toi. Bravo, merci d'être venue nous raconter tout ça au micro des locomotives. Merci pour ta transparence, mais ce n'est pas fini, Sarah, je ne vais pas te lâcher tout de suite. Dans le podcast, on a 3 questions rituelles à la fin de chaque épisode. Donc la première question, c'était quoi ton rêve de petite fille? Mon rêve de petite fille, je pense, c'était le même qu'Eva, je pense. Ah mais vous êtes trop mignonne. Ouais, c'était d'être indépendante. Notre maman nous a toujours, ça fait un peu cliché, mais c'est tellement vrai, nous a toujours initié à ça, et que ce soit financièrement ou indépendante tout court. Tu vois, quand j'en parlais avec Eva, on avait quand même réussi à monter nos premiers business à 10 ans.
C'est pas vrai. C'est-à-dire, vous avez monté quoi? Attends, mais c'est génial ça, on aurait dû en parler avant. Ouais, c'est ridicule, mais par exemple, on avait vraiment envie de faire comme nos parents, de faire comme tout le monde autour de nous, notre famille en tout cas. Et on a, tu vois, on faisait... nos parents, ils sont dans le tourisme, dans le sud de la France, et dès qu'on allait au restaurant, on prenait par exemple les prospectus, et on essayait de descendre les vendre en bas de chez nous. Mais génial. Des choses comme ça, on ramassait tout ce qu'on trouvait chez nos grands-parents et chez nous, et on essayait de faire des brocantes tous les dimanches. On se levait à 5h du mat pour aller vendre nos affaires qu'on n'utilisait plus. Donc ouais, on a toujours eu cette fibre entrepreneuriale, on va dire, mais c'était notre rêve de pouvoir... ça a toujours été notre rêve au final, de pouvoir être indépendante, ensemble, et libre, je pense. C'est top. Trop mignon. Est-ce que tu as un mantra aujourd'hui, une phrase qui t'inspire particulièrement? Alors, laisse-moi... Je pense que c'est toujours pareil, c'est notre mère qui nous a répété ça depuis qu'on est petite, c'est quand on veut, on peut. Et même si c'est difficile, quand on veut vraiment quelque chose, qu'on veut vraiment y arriver, on peut, je pense. Si on s'en donne les moyens nécessaires. Exactement. Et ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, les difficultés, etc. Il y en a pour tout le monde, mais nous, si on s'était arrêté à la première difficulté, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et il faut se donner les moyens d'arriver où on veut. Et même si c'est difficile, je pense sincèrement que quand on veut quelque chose, qu'on est déterminé à 100%, qu'on s'en donne les moyens, il n'y a aucune raison que d'échouer. Il y a toujours des solutions. C'est vrai. Dernière question, et peut-être la plus difficile. Donc, comme tu le sais, le podcast, c'est les locomotives. C'est quoi pour toi être une locomotive, être la locomotive de sa vie? Moi, la locomotive de ma vie, c'est-à-dire, je pense, c'est prendre les choses en main. Ça me fait penser à ma famille. Quand je pense à une locomotive, tu vois, comme je te dis, on est très famille, on est toujours tous ensemble. Et pour moi, c'est prendre sa vie en main, embarquer tout le monde, et c'est parti. Et motiver, être... tu vois, on essaie entre nous, par exemple, tous se motiver, être la locomotive des autres. Voilà, un petit peu de booster et voilà, d'avancer. Je pense que c'est ça pour moi, être une locomotive. Écoute, c'est parfait. C'est totalement validé, Sarah. C'est parfait. Ouais. Merci beaucoup, Sarah. Merci c'était vraiment un plaisir pour moi de t'avoir. Moi aussi, je suis ravie. Je suis trop contente. En plus, ça fait longtemps que j'écoute ton podcast, donc je suis vraiment ravie. Trop cool. Ouais. Je ne savais pas. Merci de me dire ça. C'est cool, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Sarah. Très belle continuation à toi. Beaucoup de bonheur aussi, évidemment. Merci, très belle journée à toi. Salut, Sarah. Salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.